Qui sont les premiers navigateurs à avoir découvert la Réunion? Il faut savoir que c'est un sujet qui fait encore débat chez les historiens. Car même si des peuples indonésiens et arabes naviguaient déjà autour de Madagascar, les premières preuves concrètes de l'exploration de cette région ne datent que de l'arrivée des Européens dans l'océan Indien. Et puisqu'on en parle d'ailleurs, mais comment ces Européens-là, ils ont fait pour arriver dans l'océan Indien? Rappelez-vous, à cette époque, pas d'avion, pas de GPS et pas de carburant. Ils devaient naviguer tout autour de l'Afrique pour y arriver. Fallait vraiment le bon gars motivé pour faire ça là. Et tout ce voyage-là, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils l'ont fait aussi d'une seule traite? Bien sûr que non. En effet, les Européens ont fait plusieurs escales dans plusieurs régions durant leur voyage. Ils ont même échangé avec les populations locales. Et c'est là aussi, mes amis, le début de ce qu'on appellera plus tard la mondialisation. Mais c'est aussi l'aube de la colonisation, une période qui marquera à jamais l'histoire de notre île. Mais pourquoi ces Européens voulaient-ils à tout prix coloniser toutes ces terres? Était-ce simplement pour la conquête ou la soif de pouvoir? Eh bien, vous verrez que la réalité est peut-être plus complexe que ça, c'est-à-dire que la colonisation s'est faite dans un contexte assez particulier. Ainsi, pour continuer toute lancée, pour continuer l'exploration de notre histoire, j'invite Azote dans cette vidéo-là, aujourd'hui, à retracer notre passé de premiers navires européens jusqu'à la découverte de notre île chérie dans l'océan Indien. Donc, si les bons pouzotes, allons-nous. Donc premièrement, pourquoi les Européens vont arriver dans l'océan Indien? Alors on a fait une cause de ça vite fait dans l'épisode précédent, mais qui est pas ça, je rappelle. Pour ceux qui n'ont pas regardé l'épisode précédent, m'invite à mettre pause celle-là tout de suite et l'autre tranquillement, voilà, sans pression, parce que sinon ça serait un petit peu perdu peut-être. Donc voilà, il va y avoir un lien dans la description de toute façon. Donc pour savoir pourquoi les Européens sont arrivés dans l'océan Indien, il faut d'abord regarder le contexte qu'il y a chez eux et même partout dans le monde. Donc tout ça se passe aux alentours du 15e siècle, donc c'est pourquoi nous allons tout de suite regarder déjà le contexte économique à cette période-là. Alors à cette époque, la célèbre route de la soie était le cœur battant du commerce entre l'Asie et l'Europe. Grâce à elle, les Européens découvraient des saveurs exotiques, des nouvelles modes, et les commerçants, ils se faisaient masse de thunes. Les rois qui perçoivent aussi les impôts des commerçants vont eux aussi se régaler. Sauf que voilà, en 1453, tout va basculer. L'Empire turc s'empare de Constantinople, un carrefour crucial de cette route commerciale. Le résultat, ça va être que toutes les marchandises transitant par cette région se voient imposer des taxes exorbitantes. Donc voilà, pour bien comprendre, donc l'Asie et l'Europe, ils fait commerce en zot, sauf que tout le bonnes marchandises, les obligés, passent par le Moyen-Orient, enfin l'Empire turc en fait. Et c'est pourquoi les Turcs, ça dit à zot que ok, mais là ça zot transite de marchandises tranquillement, seulement nous va taxer à zot et très salement quoi. Donc forcément le commerce devient moins profitable. L'économie européenne commence à piquer du nez. Alors quelle va être la réaction des Européens? Ils vont se mettre en quête d'une nouvelle route pour rejoindre l'Asie. Une route qui éviterait ces taxes prohibitives. Et devinez par où cette nouvelle route va passer? Par l'océan Indien. Alors maintenant, il faut aussi s'intéresser au contexte politique, puisque après la prise de Constantinople, il n'y a pas que l'économie européenne qui est chamboulée. Il y a aussi une montée en puissance de l'Empire turc, perçu comme une menace croissante au Moyen-Orient. Les Européens, confrontés à cette nouvelle réalité, commencent à envisager une stratégie pour encercler et affronter cet ennemi des deux côtés. L'Empire ottoman serait donc pris en étau et donc plus facile à combattre. Donc voici une deuxième raison pour laquelle les Européens vont chercher à trouver une nouvelle route vers l'Asie. Et puis il y a le contexte religieux, puisque l'Empire ottoman qui s'étend rapidement n'est pas seulement une force militaire redoutable, mais c'est aussi un empire musulman. À cette époque, les Européens sont majoritairement catholiques. Les tensions religieuses ne sont pas nouvelles, mais voilà que l'islam gagne du terrain. Et donc l'ordre catholique s'alarme et pousse à l'évangélisation de nouveaux territoires pour préserver son influence. C'est le troisième facteur qui joue un rôle crucial dans cette quête d'une nouvelle route. Alors juste peut-être avant de continuer, mais juste me faire une petite précision, comme mes causes de religion dans toute mon bonne vidéo là, c'est vraiment pour faire référence à l'ordre religieux, c'est-à-dire aux structures de pouvoir, à savoir l'organisation, le pape et ses hommes d'influence. Vu que dans ce temps-là, l'État et la religion n'étaient pas séparés, il est difficile d'analyser tout ça sans cause de religion bien évidemment. Je ne parle pas donc de la religion au sens spirituel du terme, qui selon moi reste quelque chose d'intime et qui ne concerne que vous et votre foi. Voilà pour cette petite précision. Alors autre raison qui pousseront les Européens à partir, c'est le contexte culturel. Puisque vous savez, cette période est marquée par une soif insatiable de découverte. Les Européens sont émerveillés par de nouvelles saveurs, de nouvelles cultures.
Les artistes trouvent une inspiration sans fin et des explorateurs célèbres comme Marco Polo captivent l'Europe avec des récits de leurs aventures lointaines. Cela suscite un désir d'aventure, un appel à explorer le monde, pas seulement donc pour l'argent, mais pour l'expérience en elle-même. Et puis il y a un autre facteur absolument essentiel là-dedans, c'est le contexte technologique. Puisque, encore une fois, si vous avez regardé la vidéo précédente, vous savez que la route de la soie n'a pas seulement ouvert la voie aux marchandises, mais aussi aux idées. C'est comme ça que se diffusent un peu partout les différentes innovations. Donc prenons par exemple la boussole. Son origine exacte est encore discutée, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que son impact est indéniable. La boussole va permettre aux navigateurs de garder le cap, même dans le brouillard ou par temps nuageux. On a également les Arabes qui, avec leur maîtrise des mathématiques, ont introduit des méthodes de navigation basées sur les astres, sur les étoiles. On aura donc l'utilisation d'instruments fascinants tels que l'astrolabe qui permet de calculer la latitude et qui aide donc à déterminer sa position en mer. Et puis il y a aussi par exemple les avancées dans la construction navale. Les caravelles avec leurs bords plus hauts et leurs voiles triangulaires peuvent naviguer à travers les vagues de l'océan et même contre le vent. C'est vraiment une révolution. Sans oublier peut-être aussi l'innovation de la poudre à canon qui nous vient de Chine, qui change forcément la donne en matière de défense et d'agression en mer. Donc on comprend déjà que l'arrivée des Européens dans l'océan Indien ne va pas se faire totalement au hasard. Donc les conditions économiques, politiques, culturelles, religieuses ou encore technologiques, pour ne citer qu'elles bien évidemment, vont préparer un peu le terrain pour un événement qui va totalement bouleverser l'histoire du monde. Alors maintenant, comment les Européens vont faire pour trouver cette nouvelle route menant vers l'Asie ? Vous allez voir qu'en creusant ce sujet-là, on va tout de suite forcément mieux comprendre le contexte historique, mais aussi avoir une image beaucoup plus nette de ce qu'étaient les Européens à ce moment-là. Alors il faut savoir que ce sont d'abord les Portugais qui débuteront les premiers essais. Donc pour leur projet, les Portugais vont donc commencer à reprendre possession d'anciennes îles, telles que les îles Açores, l'île Madère et les îles Canaries. Ces îles vont vraiment servir de point d'appui stratégique pour longer la côte ouest de l'Afrique. En 1444, les Portugais effectuent une grande avancée, ils dépassent le fleuve du Sénégal et atteignent le Cap Vert. Mais que se passe-t-il aussi durant leur progression ? Eh bien, les Portugais saisissent l'opportunité de monopoliser le commerce africain, c'est-à-dire de l'or, de l'ivoire, des épices, et tristement des esclaves. Alors je m'arrête un instant ici parce que je tiens à partager avec vous un élément de contexte qui me semble quand même assez important de préciser, que j'ai appris en lisant de multiples sources que vous pourrez bien évidemment trouver en description. Je voudrais donc faire une précision sur le commerce des esclaves mis en place par les Portugais le long des côtes africaines. En fait, il est important de noter que bien que ces esclaves soient africains, en fait le concept, la notion de race telle que nous l'entendons aujourd'hui n'existe pas encore à cette époque. On sait même que certains de ces esclaves africains sont envoyés au Portugal et constituaient une part significative de la population de Lisbonne. Et à ce moment-là, personne n'a pensé à codifier un statut spécifique pour eux, c'était simplement des travailleurs forcés dont la condition était similaire à celle des serfs du Moyen-Âge. Alors pour cette d'or en cours d'histoire, les serfs étaient des personnes qui devaient travailler durement sur des terres appartenant à un seigneur et qui n'avaient aucune liberté personnelle. D'ailleurs ici serf ça s'écrit avec un S et pas un C, puisque ça provient du mot latin servus qui veut dire serviteur, esclave. Au Portugal, la condition d'esclave n'avait donc pas de connotation raciale. Il y avait même des Africains chrétiens dans l'aristocratie, intégrés en tant qu'hommes libres dans la société. Un autre élément qui pourrait aussi vous surprendre, c'est que les Portugais qui établiront une colonie sur l'île de Sao Tomé dans le golfe de Guinée, principalement pour la production de sucre, achèteront les esclaves en Afrique auprès de royaumes africains rivaux entre eux. Royaumes africains qui capturaient leurs ennemis pour les revendre ou les exploiter. Alors ici, je ne suis pas en train de dédouaner les colons européens, mais il faut admettre que dans ce cadre spécifique-là, ils ne sont pas les seuls responsables. Ainsi, le statut d'esclave n'était pas initialement basé sur la couleur de peau. Le terme nègre, par exemple, était simplement la traduction de la couleur noire en portugais, désignant les populations africaines subsahariennes. Ce n'est vraiment que vers le XVIIIe siècle, donc environ 200 ans plus tard, que le système de hiérarchie raciale, tel que nous le connaissons et qui est toujours dénoncé aujourd'hui, a réellement émergé. Il est donc essentiel de comprendre que lorsque les Portugais achetaient et exploitaient des esclaves lors de leur quête vers les Indes, ils cherchaient avant tout des personnes vulnérables, dociles et adaptées au travail manuel en climat tropical, des critères que cocheront malheureusement les esclaves africains.
Donc bien que les conditions inhumaines subies par ces esclaves peuvent provoquer de l'indignité, il est tout de même important de ne pas interpréter ces faits à travers le prisme du racisme moderne pour cette période de l'histoire. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ai conclu. Donc après, si vous avez des informations supplémentaires ou que vous souhaitez réagir sur ce sujet-là, n'hésitez pas, l'espace commentaire est ouvert. D'ailleurs, je vous le rappelle encore une fois dans cette vidéo, mais je ne suis pas historien, je fais des recherches à côté et donc j'apprends en même temps que vous. Donc les Portugais continuent de longer la côte est de l'Afrique. Puis en 1486, soit environ 30 ans après la prise de Constantinople, un événement majeur se produit. Les Portugais réussissent à dépasser le cap de Bonne-Espérance, situé à l'extrémité sud de l'Afrique. Et c'est donc le navigateur Bartolomeu Dias qui réalise cet exploit, devenant ainsi le premier occidental à franchir cette zone. Bartolomeu Dias n'a pas continué sa route en raison des eaux périlleuses qu'il rencontre dans la région. Et pour la petite anecdote, à la base, il s'appelle la pointe de l'Afrique le cap des Tourmentes, à cause de bonnes tempêtes dans la région. Mais le roi Jean II, à l'île, ils sont encore à ce moment-là, il est convaincu que cette découverte-là, ça mène à l'île sur une route vers les Indes, et il va donc donner le nom de Cap de Bonne-Espérance. Changeons maintenant de perspective et parlons aussi de l'Espagne qui s'est lancée dans cette exploration après avoir reconquis son territoire des mains des Arabes. En effet, il faut savoir que depuis le 8e siècle, les musulmans d'Afrique du Nord occupent une partie de l'Espagne. Cette longue période prend fin avec la Reconquista, marquée notamment par la prise de Grenade en 1482. Avec cette victoire, l'Espagne regagne un accès aux frontières maritimes et peut donc débuter ses propres explorations. Mais bien évidemment, cette nouvelle ambition espagnole ne plaît guère aux Portugais. Des disputes éclatent entre les deux pays et pour maintenir la paix, le pape intervient et propose le traité d'Alcasovas. Ce traité est historique. Il va diviser les zones d'exploration avec une limite tracée de manière horizontale. Donc au nord, les Espagnols conservent les îles Canaries, tandis que les Portugais obtiennent tout le reste au sud, incluant Madère, les Açores, le Cap-Vert et un contrôle exclusif des côtes d'Afrique de l'Ouest, notamment la Guinée. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on parle espagnol dans ces îles Canaries et on parle un genre de créole aussi portugais dans ces îles du Cap-Vert. De plus, le traité d'Alcasovas est probablement le premier document international formalisant l'idée que les Européens peuvent se partager le reste du monde sans considérer la vie des populations locales. Et la préparazote parce qu'après ce traité d'Alcasovas, les historiens ça barre en live total. Suite à la délimitation fixée par le traité d'Alcasovas, les Espagnols ne pouvant plus descendre vers le sud, vont se tourner vers une vieille théorie de Ptolémée au IIe siècle, qui énonce que la Terre est sphérique. Car oui, à cette époque, on sait que la Terre est ronde, mais on imagine la Terre comme un disque plat. C'est alors qu'un audacieux navigateur génois va se présenter devant la reine d'Espagne et lui proposer son projet. Donc là, le petit boug, ça voit la reine d'Espagne et il s'est dit à elle, Carfin, écoute-moi bien, parce que là, il y a un petit message sié, parce que selon mon bon calcul, si nous trace à l'ouest, mais les cieux nous peut rejoindre l'Asie de l'Est côté la Chine, Japon, Théba. D'ailleurs, ces calculs-là seront complètement erronés et totalement faux. Il faut savoir que ce navigateur va complètement sous-estimer la distance qu'il y a entre l'Europe et l'Asie. Mais c'est aussi ce qui va l'encourager à pousser ce projet. Et bien dites-vous que la reine d'Espagne va être convaincue et elle lui fournit une flotte et des ressources. Et bien ce navigateur en question, c'est le fameux Christophe Colomb. C'est ainsi que Christophe Colomb entame son voyage en partant vers l'ouest. Et en 1492, il atteint les côtes du continent américain, plus précisément dans l'archipel des Bahamas. Alors il faut savoir que Christophe Colomb il sera convaincu jusqu'à sa mort d'être arrivé en Asie là. C'est pourquoi il nomme les habitants locaux les Indiens. D'ailleurs, c'est toujours un terme que l'on utilise encore aujourd'hui pour désigner les Indiens d'Amérique. Ce sera un autre explorateur, donc cette fois-ci italien, qui va émettre pour la première fois l'idée que ces terres qu'on découvre à cette époque seraient un nouveau monde, un nouveau continent jusqu'alors inconnu à l'époque. Cet explorateur italien, c'est Amerigo Vespucci, et d'ailleurs son prénom, donc Amerigo, va donner le nom du continent Amérique. Alors petite parenthèse peut-être pour les plus pointilleux d'entre vous, mais c'est vrai que quand on dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, en vrai c'est un petit peu voire beaucoup abusé. Puisque des peuples y vivaient déjà et on a aussi la preuve aujourd'hui que des Vikings y avaient mis les pieds bien avant. Donc pour être un peu plus exact, disons que Christophe Colomb a redécouvert l'Amérique. Mais revenons à ce personnage car son euphorie sera de courte durée. En effet, les îles qu'il découvre en Amérique se trouvent sous la limite fixée par le traité d'Alcasovas. Donc, en théorie, elles appartiennent aux Portugais. S'ensuit alors un nouveau conflit entre l'Espagne et le Portugal, résolu par un nouveau traité, signé le 7 juin 1494,
le traité de Tordesillas. Alors cette fois, on ne trace pas une ligne horizontale, mais une ligne verticale, réservant tout ce qui est à l'est au Portugal et à l'ouest à l'Espagne. Et cette nouvelle limite va même arranger les Portugais un peu plus tard, puisque on peut voir que le Brésil se trouve du côté portugais, et il deviendra donc une colonie portugaise dès 1500. D'où également la langue portugaise parlée là-bas encore aujourd'hui. Mais sauf que voilà, après la sensationnelle découverte des Espagnols sur le continent américain, la concurrence s'intensifie. Là, les Portugais sont plus déterminés que jamais à atteindre l'Inde en naviguant le long de l'Afrique. Et c'est en 1497 que Vasco de Gama, un navigateur portugais, réalise cet exploit historique. Après 309 jours en mer, il atteint finalement les Indes, plus précisément la ville de Calicut. Vasco de Gama est donc le premier navigateur à avoir trouvé cette route qui relie l'Europe à l'Inde en passant par l'océan Indien. Et puis bien sûr, en traçant leur route vers les Indes, les Portugais établissent des postes le long des côtes d'Afrique de l'Est et du canal du Mozambique. Ces postes, appelés aussi comptoirs, servent non seulement de points de ravitaillement, mais aussi de centres commerciaux. Les marchandises européennes y sont échangées contre de l'or, des épices et aussi des esclaves. L'objectif ici, c'est de s'assurer qu'à la fin du voyage, les navires retournent dans leur métropole avec des marchandises d'une plus haute valeur que celles qui étaient au départ. Donc cette période, c'était vraiment une époque de grands changements où chaque découverte et chaque nouvel établissement commercial redéfinissent la carte du monde et les relations entre les continents. On appelle d'ailleurs cette période de l'histoire aussi la période des grandes découvertes. Et donc cette période, c'est aussi le début d'une nouvelle ère qui marquera à jamais l'histoire du monde entier. On m'y connaît, fait un tas d'informations et en plus de ça, n'a même pas encore cause de la réunion. Mais qui nous savoir ça juste après nous là. Juste si pour l'instant on trouve le vidéo qu'il est intéressant, qu'il est enrichissant et que vous avez envie de soutien moi dans mon travail, moi, il me demande juste un petit geste gratuit, donc soit de laisser un petit j'aime, un petit commentaire, de partage de vidéo, parce que mine de rien, il peut vraiment faire la différence pour moi. Ceci étant dit, si ça l'est pareil, allons reprendre toute l'histoire. Donc Vasco de Gama arrive en Inde en 1497. Mais imaginez un instant, lorsqu'il dépasse le cap de Bonne-Espérance, qu'aurait-il pu apercevoir depuis son navire? Peut-être aurait-il aperçu au loin une route majestueuse de 12,5 km de long, construite sur la mer, une route de plus de 2 milliards d'euros et qui... Ça va, bien sûr, on rigole. Bon, plus sérieusement, les Portugais, bien sûr, vont découvrir aussi les îles Mascarenhas. Après, est-ce que ce sont eux les premiers à les avoir découverts? Là, le débat est encore un peu ouvert chez les historiens. Puisque si vous tapez Histoire de la Réunion sur Wikipédia, vous trouverez que l'île de la Réunion aurait été cartographiée sous le nom de Dina Morgabine par un géographe arabe en 1153. Et attention, parce que en creusant un peu, je découvre que cette théorie pourrait être infondée, basée sur des sources douteuses, malgré qu'elles soient reprises vraiment partout, parce que bien évidemment les gens font du copier-coller de Wikipédia sans vérifier les sources. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire que les navigateurs arabes n'auraient pas découvert ces îles avant les Portugais? C'est pas ce qu'on est en train de dire ici. Et même si vous vous souvenez, comme je l'ai mentionné dans un épisode précédent, on sait aussi que des peuples d'Indonésie ont migré vers Madagascar il y a de ça des millénaires, donc il est quasi certain que la Réunion ait été connue avant les Européens. Mais malheureusement, les preuves manquent. Une explication peut-être un peu plus plausible, c'est que lors de leur voyage vers l'Inde, les Portugais rencontrent des navigateurs arabes transportant de la soie et des épices d'Asie. Et là, ça va être un soulagement pour eux puisque ça prouve que de 1, il est possible de rejoindre l'Asie par l'océan Indien et de 2, les gens connaissent déjà la route. Donc dans leur quête, les Portugais vont jusqu'à capturer des navigateurs musulmans pour obtenir des informations. Ces derniers auraient ainsi joué un rôle clé en aidant les Portugais à atteindre l'Inde. C'est donc des cartes de navigateurs portugais du début du XVIe siècle qui font apparaître un groupe de 3 îles à l'est de Madagascar. Donc Dina Morgabine, Dina Morar et Dina Arobi. Après, qui a vraiment donné ces noms-là, ça reste un mystère. Cependant, le nom Morgabine ressemble étrangement à un mot arabe, Mogrebin, qui signifie occidental ou l'ouest. Dina Morgabine pourrait donc se traduire par l'île la plus à l'ouest, ce qui correspond à la position de la Réunion par rapport à Madagascar et aux autres îles. C'est de cette manière que nous supposons que les navigateurs musulmans étaient au courant de l'existence de notre île avant l'arrivée des Européens. Mais je vous avertis, ce sujet reste encore aujourd'hui un point de débat parmi les historiens. Vous avez donc maintenant les deux versions de l'histoire. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'île de la Réunion apparaît sur les anciennes cartes avec des noms encore différents. Prenons l'exemple de Diego Fernandes Pereira, un autre navigateur portugais. Celui-ci aurait approché l'île Dina Morgabine le 9 février 1507. 9 février qui tombe le jour de la Sainte Apolline.
C'est pourquoi sur certaines cartes anciennes, la Réunion apparaît sous le nom de Santa Apollonia et qu'une discothèque verra le jour sur l'île sous le nom de l'Apollo Night. Alors bien sûr, je rigole pour le dernier point là. Hein. Et saviez-vous que cette région de l'océan Indien a même fini par obtenir son propre nom? Pour la petite histoire, en 1511, le gouverneur portugais de Goa, une ville en Inde, fait face à un soulèvement. Et donc Pedro de Mascarenhas, un autre navigateur portugais, se trouve alors au cap de Bonne-Espérance et se précipite pour lui venir en aide. Habituellement, la route des Indes longe la côte est de l'Afrique. Mais pressé par l'urgence, Pedro de Mascarenhas emprunte un chemin direct vers l'est. C'est donc en 1513 qu'il découvre un groupe d'îles qui prendra donc plus tard son nom, Mascarenhas, qui donnera les Mascareignes. Cependant, ce n'est pas lui mais un de ses amis, donc Diogo Rodrigues, qui baptisera officiellement ce groupe d'îles. Rodrigues en profitera donc pour donner son nom à la plus petite de ces îles, à savoir l'île Rodrigue. Mais malgré ces découvertes et ces jolis noms, Demoun y continue passe droit devant nous. L'installation des premiers habitants de la Réunion viendra encore bien après. Mais cette histoire, je la réserve pour le prochain épisode. Donc ce que l'on peut retenir ici, c'est que la présence européenne dans l'océan Indien et l'établissement de colonies ne s'est donc pas fait dans l'unique but de conquérir le monde. Les motivations initiales étaient de rétablir le commerce avec l'Asie et de faire face à l'expansion de l'Empire ottoman à travers le continent eurasien. Un aspect intéressant sur lequel je n'ai peut-être pas assez insisté, c'est la rivalité entre les nations européennes. Puisque les différents pays, donc l'Espagne, le Portugal ou encore la France, le Royaume-Uni, dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, sont très loin de s'unir. Chaque pays lutte pour sa propre survie et sont souvent en concurrence directe avec ses voisins. Et là, bien sûr, encore une fois, je n'ai fait que survoler l'histoire, mais si vous creusez un peu plus, ce que je vous invite bien sûr à faire, vous verrez peut-être que l'Europe à ce moment-là est complètement ravagée par les guerres, par la pauvreté, et donc on comprend un peu mieux pourquoi ils avaient ce besoin-là de se lancer dans cette aventure complètement folle. Mais bien évidemment, lorsque l'on se place de l'autre côté de l'océan, lorsque l'on sort de cette vision européenne de l'histoire, on se rend compte aussi que toute cette course, toute cette concurrence-là, c'est fait à n'importe quel prix, puisque cette lutte acharnée et sans pitié entre les Européens va engendrer des conséquences complètement tragiques telles que le massacre et la réduction en esclavage de populations entières. Donc si je devais faire une conclusion à la fin de cette vidéo, c'est que l'histoire nous amène donc à réfléchir sur notre façon de voir les choses. Finalement, on se rend compte que chacun est convaincu d'œuvrer pour le bien. Chacun est persuadé de lutter contre ce que nous percevons comme le mal. Et qu'en fait, tout est question de point de vue. Mais Zot, c'est quoi tu en penses de tout ça? Est-ce que tu penses que Nena a une vérité ultime dans le monde? Ou est-ce que tu penses que la réalité est peut-être un petit peu plus complexe que Nena a tendance à croire? Et donc je vous laisse jusqu'au prochain épisode pour répondre à cette question et me rendre votre copie. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.